je subis ma vie, vivre au lieu de subir. On entend assez souvent cette phrase « je subis ma vie, je suis spectateur, spectatrice de ma vie » et non pas acteur ou actrice. Si on regarde bien cette phrase, qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient dire quelque part que la personne n'est pas centrée sur elle-même et qu'est-ce que va découler de tout ça? Elle va accuser son environnement de finalement lui nuire, de faire en sorte que cette personne ne peut pas se développer, ne peut pas vivre comme elle a envie de vivre. Donc on va entendre des phrases du style « c'est à cause de ma hiérarchie que je n'arrive pas à finalement rayonner dans mon travail parce que cette hiérarchie me rabaisse, ne me laisse pas développer ce que j'ai envie de développer. C'est à cause de ma famille que je suis constamment envahi, pris par cette famille, mes enfants, ma femme ou mon mari, et donc je ne peux pas vraiment m'épanouir. C'est à cause de l'environnement. C'est toujours les autres, ou bien si ce n'est pas les autres, c'est les choses qui nous entourent qui font qu'on ne peut pas, on n'arrive pas, on ne parvient pas à diriger sa propre vie parce qu'on en est empêché par l'environnement ou les autres. Donc, on voit d'entrée de jeu que la personne n'est strictement pas centrée et qu'elle devient une fonction, alors la fonction de père, la fonction de mère, ça peut être la fonction d'employé, et c'est sa fonction qui va prendre le dessus et ne plus laisser la place à la personne que l'on est, à la personne que nous sommes vraiment au fond de nous. Cette fonction prend toute la place et ne laisse plus, en fait, de place à la personne que nous sommes. C'est une phrase courante que l'on entend, je suis spectateur, je subis ma vie, parce que finalement la personne n'étant pas centrée, eh bien elle est victime de cet environnement qui est finalement le problème dans sa vie. Ce n'est pas elle qui est le problème, c'est l'environnement qui fait qu'elle a des problèmes et par conséquent elle va reprocher à cet environnement d'exister, de prendre trop de place. Je prends un exemple pour illustrer cela, c'est l'exemple de Stéphane qui a 32 ans, qui est bibliothécaire, il vit avec son ami depuis 4 ans, ils sont ensemble depuis 6 ans, mais il me dit, moi je subis ma vie, je suis complètement, je m'ennuie dans ma vie, j'ai une bonne situation, je suis numéro 2 de la bibliothèque municipale, j'ai un chef qui est proche de la retraite, qui doit prendre sa retraite et que je vais remplacer par la suite. Le boulot ronronne, mais il n'y a pas d'innovation parce que ce chef ne retient pas les idées que Stéphane a dans son travail. Il est plutôt conservateur, alors que Stéphane serait plutôt à essayer de développer une nouvelle bibliothèque. Donc il ronge son frein dans son travail, subit un peu l'humeur de son chef. Il attend que celui-ci veuille bien prendre sa retraite dans 2 ans pour pouvoir enfin peut-être finalement s'épanouir dans son travail. Dans sa vie affective, il s'ennuie aussi parce qu'il me dit avant de rencontrer mon ami, j'avais plein d'activités, je rencontrais plein de gens, j'avais une vie affective excessivement remplie, mais malheureusement, je n'étais pas bien dans cette vie affective parce que je n'étais pas stable. Et depuis que j'ai rencontré mon ami il y a 6 ans, et depuis que nous vivons ensemble, certes, je suis beaucoup plus stable au niveau affectif, je me sens mieux, plus posé. Mon ami m'a beaucoup stabilisé, m'a apporté beaucoup de choses, mais par contre, par exemple, lui c'est plutôt un sportif, moi je suis plutôt un intellectuel. Alors dans nos moments libres, eh bien, on n'est pas souvent ensemble, et puis je m'ennuie. Notre cercle d'amis est grand, mais il n'y a pas de renouvellement dans ce cercle d'amis. Les gens sont toujours un peu les mêmes, ont toujours un peu les mêmes conversations, discussions. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas le peps qui ferait que finalement cette vie sociale puisse m'apporter quelque chose de sympathique. Mais par contre, je suis stable, ma vie affective est remplie, mais je m'ennuie un peu.
Bref, on voit que Stéphane est en train de m'expliquer quoi? Que s'il est spectateur de sa vie, s'il subit sa vie, eh bien, c'est l'environnement qui en est responsable. Son chef bibliothécaire, son ami qui n'a pas les mêmes activités que lui, les amis qu'ils ont qui sont un peu trop stables à ses yeux, avec peu de surprises dans sa vie, et donc l'environnement est responsable du fait qu'il subit sa vie. C'est assez commun, cette attitude des personnes qui regrettent de ne pas avoir finalement un environnement plus sympathique, plus étonnant, qui pourrait les surprendre. Mais ils ne se posent pas à un seul moment donné la question de savoir qu'est-ce qui fait que eux rendent cette vie finalement lourde, pénible, ennuyeuse. Si on reprend le discours de Stéphane, qu'est-ce que Stéphane vient nous dire? Est-ce qu'il vient nous dire qu'il est dans le moment présent? Est-ce que son mental serait éventuellement présent quand on l'entend? Bien oui, il est présent parce que, quelque part, quand il dit « je regrette ma vie affective d'avant », tout en disant « oui, mais finalement, je suis assez content qu'elle soit stabilisée, cette vie, mais elle est ennuyeuse », on voit bien que Stéphane n'est pas du tout dans le moment présent. Quand, à un moment donné, dans la conversation, il me dit « par moment, je me demande si je ne devrais pas quitter mon ami », tout de suite, il dit « mais j'ai très peur de retomber dans ce que j'ai connu avant, c'est-à-dire une instabilité affective et finalement ne pas être vraiment heureux dans celle-ci. » Donc on voit qu'il est dans le passé et dans le futur, dans les peurs, dans le passé. Et de même par rapport à son travail, mon travail est bon, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 ans pendant lesquels je vais devoir ronger mon frein dans mon travail? Bref, il n'est absolument pas dans le moment présent. Donc, présence de son mental et évidemment tension. Que peut-il faire? Que peut-on lui conseiller de faire? Eh bien, simplement d'éteindre ce mental pour déjà faire disparaître les culpabilités de sa vie passée et aussi l'ennui de sa vie présente. Revenons dans le moment présent, il arrêtera d'être dans le futur, dans ses peurs. Par contre, dans le moment présent, évidemment, que va-t-il se passer? Eh bien, il y a cette vie qu'il trouve, lui, ennuyeuse, à son goût en tout cas, qui n'est pas assez fun, qui n'est pas assez sympathique et qui ne l'entraîne pas à réellement participer à sa vie et donc à la subir. Posons-nous la question à ce moment-là, et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais quand vous me dites tout cela, est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que vous ressentez certaines choses? Vous êtes maintenant plus dans le moment présent. Est-ce que vous ressentez quelque chose quand vous me dites que vous ennuyez? Qu'est-ce que vous venez me dire? Et ça, c'est un point important. Souvent, les gens parlent, se racontent, mais ils n'entendent pas ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière, notamment les émotions. Quand on dit « je m'ennuie dans ma vie affective », qu'est-ce qu'on ressent? La personne vous répond « je dis simplement ce qu'il en est ». Je n'ai pas un ressenti particulier. Est-ce qu'on peut mettre en question ça? Ben oui, il faut le faire. Parce que quelque part, quand la personne dit « je m'ennuie », elle parle d'une émotion. Mais très souvent, comme elle est dans son mental, qu'il coupe complètement la personne de ses propres émotions, ne se rend même pas compte qu'elle est en train de nous dire qu'elle est peut-être triste, qu'elle est peut-être en colère, qu'elle est peut-être énervée, contrariée. Et ne l'entendant pas, bien entendu, qu'elle ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit avec ses émotions, puisque dans un premier temps, pour pouvoir faire quelque chose d'une émotion, il faut déjà en reconnaître qu'il y en a une. Alors, à la question que je pose et repose à Stéphane, je lui dis, mais parlez-moi de vos ressentis, parlez-moi de vos émotions. Quand vous me dites, je m'ennuie au travail, qu'est-ce que vous venez me dire? Vous voulez me dire que vous vous amusez, que vous êtes heureux, que vous avez envie de rire, que vous avez envie de pleurer, que ça vous contrarie. Il dit oui, ça me contrarie parce que passer des journées entières à faire le même travail sans qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau et que dès que je propose quelque chose de nouveau à mon chef, eh bien celui-ci met les pieds contre les murs et fait exactement le contraire, oui, ça me contrarie.
Je dis, ok, donc ça veut dire que vous avez une émotion derrière ceci. Quand vous me dites que dans votre vie affective, vous êtes bien, vous êtes stable, mais que quelque part, vous ne partagez pas quelque chose avec votre ami qui lui préfère le sport alors que vous préférez des activités plus culturelles, d'aller au théâtre ou au cinéma ou autre, qu'est-ce que vous ressentez? Je dis, bah, écoutez, je dois accepter cela puisque quelque part, j'en ai un bénéfice, je tire un bénéfice de cette relation, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus stable. Ça, c'est ce que vous m'avez dit, vous m'avez raconté cela, mais quelle est l'émotion qu'il y a derrière ce discours? Est-ce que de nouveau, est-ce que vous avez une joie, ou vous avez plutôt une tristesse, ou vous avez plutôt une colère? Alors, Stéphane, à ce moment-là, me répond la réponse que vous attendez tous, vous qui écoutez ce récit, il va me dire qu'il est triste. Et je lui demande, ok, si vous êtes triste et que vous ressentez une tristesse, est-ce que, par hasard, par moment, vous vous donnez l'autorisation de pleurer? Il me dit non, je n'ai pas envie de pleurer pour ça, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Je lui dis mais est-ce que vous êtes certain d'être triste ou éventuellement contrarié? Est-ce que vous êtes quelque part un peu en colère du fait que il n'y a pas ce partage, notamment de vos temps libres avec votre ami? Et là, de nouveau, on voit que le mental de Stéphane va préférer, bien entendu, dire « je suis triste » parce que ça, c'est socialement acceptable, plutôt que de dire « ça m'énerve, ça m'irrite, ça me contrarie ». Parce qu'il ne peut pas être en colère, lui dit son mental, d'être en colère parce que son ami préfère le sport alors que lui préfère les activités culturelles. Ça ne se fait pas, c'est complètement illogique, c'est complètement irrationnel. N'oublions pas une chose, les émotions sont-elles rationnelles et logiques? Non, elles sont absolument illogiques, absolument irrationnelles. Donc plutôt que de raisonner ou de faire comme si on devait absolument expliquer aux autres le pourquoi du comment on est triste ou pourquoi du comment on est en colère, posons-nous simplement la question, est-ce que je ressens une contrariété du fait que je ne partage pas pas mal d'activités avec moi-même? C'est ce que se pose comme question Stéphane. Et il va s'avouer, comme il me dit, que oui, quelque part, il est un peu contrarié ou même par moments très en colère du fait que sa vie avec son ami présente des manques et que ces manques bien lui pèsent. Donc on voit que Stéphane est en colère dans sa vie professionnelle, est en colère dans sa vie affective et bien entendu, que vu qu'il bloque tout cela avec son mental, avec son ego, eh bien, ce même ego va reprocher à l'environnement, à l'extérieur, donc aux gens de l'extérieur, les gens qui l'entourent, d'être responsables de ses tensions et donc de son mal-être et donc du fait qu'il subit sa vie plutôt que de la vivre par lui-même. Donc, il va falloir que Stéphane, une fois qu'il a reconnu qu'il a cette émotion, notamment de colère, ou en tout cas faisant partie de la famille des colères, bien se donne l'autorisation, d'une part, de ressentir cette colère qu'il a par rapport à son chef bibliothécaire, par rapport à son ami, mais aussi par rapport à son cercle d'amis qu'il trouve un peu plan-plan et un peu n'apportant en tout cas pas de grandes surprises. Il va falloir qu'il se donne l'autorisation pour lui-même d'exprimer, donc seul, pour se faire du bien, la colère qu'il a. Pourquoi c'est important? Parce que, en faisant cela, Stéphane s'apporte quoi à lui-même? Déjà, de l'intérêt, de l'attention, de l'écoute. De découvrir qu'il a des émotions est un acte que l'on peut qualifier un acte simplement d'amour envers lui-même. Donc, en faisant ça, il se ressent, il repart, il revient au centre. Il se remet au centre de sa vie en s'intéressant simplement à lui-même. Donc, faisant cela et en réussissant à exprimer sa colère, sa contrariété, et il découvre que finalement cette contrariété n'est pas simplement légère, qu'elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante qu'il ne le pensait. Je dirais que son mental lui laissait penser.
Et faisant cela, il se recentre et à ce moment-là, va pouvoir contacter cette partie que l'on a en soi, qui est aussi bloquée par le mental. Souvenons-nous des caractéristiques de l'ego. Eh bien, il nous coupe de qui l'on est, il nous coupe de nos qualités, de nos envies, de notre enthousiasme, de notre spontanéité. Et en faisant cela, eh bien, Stéphane a réussi à finalement poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions, en disant mais qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte d'arrêter de subir ma vie et plutôt d'arrêter d'être spectateur de ma vie, mais de devenir acteur de ma vie. Et en allant chercher ces envies, et les envies, elles ne viennent pas du cerveau, hein. Elles ne viennent pas non plus évidemment du mental, elles viennent de nos tripes. C'est en disant mais de quoi j'ai envie? Eh bien en gardant toujours ce même environnement, c'est-à-dire en étant toujours bibliothécaire, adjoint, en restant dans sa relation avec son ami, il a réussi à découvrir ce que lui avait envie pour lui. Et étant centré, il a pu en parler aussi bien à son ami qu'au bibliothécaire et commencer à développer des nouvelles activités, notamment de se mettre à peindre, puisqu'il est devenu un peintre quelque part, après assez renommé du reste, à se mettre à peindre et à s'épanouir dans sa vie, tout en gardant le même environnement. Donc souvenons-nous à travers cet exemple, mais à travers aussi tout ce que l'on vient de dire, que quand on subit sa vie, en réalité, on est en train d'être spectateur de sa propre vie, on n'est pas centré, on n'est pas nous-mêmes, et on dépend de l'environnement, qui évidemment, tôt ou tard, va être lourd, pesant, on va se perdre dans nos fonctions, que ce soit de parents, ou que ce soit d'enfants ou d'adolescents, ou d'employés, par exemple, et cette fonction prenant beaucoup d'importance, eh bien, on disparaît petit à petit au profit de la fonction. Eh bien, guérir de cela, en utilisant la méthode Hodge envers l'ego, ça veut dire se remettre au centre de sa vie, tout d'abord en étant dans le moment présent, ça c'est essentiel, mais aussi en se posant la question de qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que je ressens face à telle situation, face à tel événement. Et il faut trouver la bonne réponse, qui va être la plupart du temps, en tout cas pas la joie, mais plutôt une tristesse ou plutôt une colère. Se donner à ce moment-là l'autorisation de la ressentir et de la vivre pour pouvoir se libérer de notre mental et retrouver en soi les réponses aux questions « Quelles sont mes envies ?» Ça, c'est une démarche qui paraît très simple, qui est simple à faire à partir du moment où, de nouveau, on va pouvoir réussir et devoir réussir à éteindre notre mental. Tout le monde peut y arriver, vraiment tout le monde. On a tous en nous des qualités phénoménales qui nous permettent, si pour autant qu'on se donne le droit de les utiliser, de ne plus subir notre vie, mais au contraire de vivre pleinement et totalement.